Cette saison des Étranges Escales est réalisée en partenariat avec Audible, la première appli de livres audio, séries et podcasts. Vous pourrez notamment y trouver la version audio de mon livre Nanofiction, et en cliquant sur le lien dans la description, vous pourrez profiter de 2 mois d'abonnement gratuit. Bonne écoute! Il y a quelque chose de triomphant dans l'air niçois. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Nietzsche. Entre 1883 et 1888, le philosophe passait chaque hiver à Nice pour y chercher l'inspiration et surtout le soleil. Parce qu'à Nice, les éléments sont clairement de votre côté. Il y fait beau presque 300 jours par an et bien sûr, il y a l'incontournable baie des Anges qui est toujours un émerveillement. Mais au-delà de la mer et du ciel bleu, ce qui m'intéresse dans la capitale de la Côte d'Azur, c'est justement ce qui se trouve derrière la carte postale. Ses bizarreries architecturales, ses curiosités historiques, et tous les petits secrets qu'elle cache dans les méandres de la vieille ville. Alors, si vous voulez découvrir la perle de la Riviera sous un regard différent, suivez le guide. Nice à la belle, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Et c'est vrai qu'elle est belle, cette ville. On pourrait même être tenté d'en rester là et de simplement profiter du charme de ses rues, de ses collines et de ses plages. Mais on passerait alors à côté d'une richesse foisonnante. Et comme vous allez le voir, ce n'est pas pour rien que Nice inaugure cette saison des Étranges Escales en France. Pour commencer, on pourrait parler de son incroyable diversité architecturale. Nourrie par une longue histoire et par de nombreux styles, celle-ci compte plusieurs bâtiments surprenants, comme le château de l'Anglais. Perchée sur le cap de Nice, cette demeure extravagante fut construite au milieu du XIXe siècle pour un ancien colonel britannique. Avec son mélange d'architecture victorienne et orientale, le bâtiment inspira d'autres châteaux de style hybride sur la Riviera. À l'époque, on appelait ces maisons des folies. Et à mon avis, l'exemple le plus spectaculaire de ces folies niçoises se trouve sur les hauteurs de la ville, à quelques minutes du centre. On l'appelle le château de Crémat. Construit en 1906 pour un marchand de vin, Antoine Marie, ce château se tient sur d'anciennes caves creusées par les Romains. Il combine un style néo-gothique avec des ornements rococo et des murs rouges qui rappellent un peu les façades de la ville. Mais en plus de son architecture impressionnante, le lieu cache un petit secret. Dans les années 20, la propriétaire du château organisait souvent des soirées mondaines et on dit que parmi ses invités, il y avait une créatrice de mode qui s'inspira du logo du château pour créer le sien. La créatrice s'appelait Coco Chanel. Aujourd'hui, depuis le donjon du château, on peut admirer 7 hectares de vignobles de Belley, une curiosité en soi puisque c'est le seul vignoble AOC à être entièrement implanté dans une grande ville. De retour dans le centre, avenue des Ambrois, c'est une maison plus discrète qui nous attend. À première vue, elle n'a rien de particulier, mais si on s'approche, on s'aperçoit que ses proportions sont un peu étranges. À Nice, on surnomme cette maison la maison des nains parce que les fenêtres sont quasiment au niveau du trottoir et la porte a l'air minuscule. Mais en réalité, l'architecte a abaissé les fondations d'environ 1,50 m, ce qui fait qu'elle est semi-enterrée, d'où l'illusion. Pour clore ce chapitre architectural, nous nous rendons à présent au cœur du Vieux-Nice, la partie la plus ancienne de la ville. À travers son dédale de ruelles, on tombe parfois sur des merveilles qui ne se dévoilent pas tout de suite au regard. Et c'est exactement le cas du Palais Lascaris, un véritable joyau baroque. Donc Cindy, ici, on est dans une demeure qui est unique à Nice. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors vous êtes ici au Palais Lascaris, qui est l'unique bâtiment civil baroque que l'on puisse visiter à Nice et dans sa région. C'est un palais qui a été édifié au XVIIe siècle pour la famille Lascaris, qui descend la lignée de l'empereur byzantin Théodore Lascaris. Dans cette demeure, il y a eu vraiment de nombreuses manifestations qui ont été organisées, des jours fastes, entre 1650 et la Révolution française. C'est un témoin unique de l'architecture baroque et des décors italiens génois, très en vogue au XVIIe et XVIIIe siècle, que l'on puisse visiter à Nice. Donc il y a souvent des gens qui passent la tête et qui sont sidérés de voir ce faste et cette beauté. Absolument, même les Niçois qui ne se doutent pas de ce qu'il peut y avoir derrière la porte. Aujourd'hui, le Palais Lascaris abrite l'une des plus grandes collections d'instruments anciens d'Europe.
On peut y voir des pièces rarissimes comme cette canne violon de 1866 ou ce calder harpa, un piano-harpe du 19e siècle dont on ne connaît que 3 exemplaires dans le monde. Après tout ce patrimoine historique, il est temps de faire une petite pause shopping. Mais vous me connaissez, j'ai une conception du shopping un peu particulière. Je vous emmène donc dans une des boutiques les plus étranges de Nice, le cabinet de curiosités énigmatique. On est donc dans la boutique énigmatique avec la patronne Muriel. Donc, bonjour. Muriel, est-ce que tu peux nous dire depuis quand cette boutique existe et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce cabinet de curiosités? La boutique, elle existe depuis 4 ans. Et en fait, j'ai toujours eu une espèce d'attirance sur tout ce qui est le domaine médical, tout ce qui est art funèbre, on va dire. Et j'ai toujours aimé ce qui sortait de l'ordinaire. Et puis, bon, y a eu un moment donné où j'ai eu envie de me lancer. Et donc, j'ai créé la boutique. Voilà, et j'ai essayé d'en faire un lieu en fait, qui me ressemble. Et donc, il y a une pièce dont tu es particulièrement fière, c'est cet écorché. Oui, ce petit écorché d'Ozu. Ouais. Donc, j'ai la chance d'en avoir un complet et entier. On a les organes. Et là, c'est quelle matière? C'est du papier mâché. Et donc, tout ça, c'était fait pour montrer comment l'être humain était fait. Et puis, après, par exemple, j'ai ce tableau aussi. Okay. Mais il est assez incroyable parce que c'est une peinture de sabbat. Et ce genre de sujet qui a trait donc, à tous les rites magiques, etc., en peinture, c'est très, très, très rare d'en trouver. Est-ce qu'il y a une pièce ou des pièces après lesquelles tu cours depuis longtemps, qui constituent un peu une sorte de Graal pour toi? Oui. Alors, j'adorerais avoir un beau chêne Tramont, par exemple. Qui est donc un crâne. Qui est un crâne, c'est les crânes éclatés, pour voir la structure de l'os, etc. Ouais. Voilà, c'est vraiment important que les gens comprennent que c'est pas anxiogène, c'est juste de l'histoire. Et cette histoire-là, elle vaut le coup d'être préservée. Oui. Je sais pas vous, mais moi, après avoir visité un bon cabinet de curiosités, j'aime aller dans un bon cimetière, histoire de rester dans l'ambiance. Et ça tombe bien parce qu'à Nice, on peut voir un des plus beaux cimetières de France, le cimetière du Château. Donc cette pyramide, elle a une histoire assez tragique parce qu'en 1881, le théâtre municipal de Nice a brûlé dans un terrible incendie qui a fait 200 victimes. Et donc pour leur rendre hommage, on a érigé cette pyramide à l'entrée du cimetière. Construit en 1783, le cimetière se trouve sur la colline du château, là où se tenait l'ancienne citadelle de Nice. Et il offre une vue exceptionnelle sur toute la ville. Mais en dehors de son emplacement, ce qui fait la particularité du lieu, c'est la beauté et la richesse de ses sculptures. Dans ce cimetière, on peut voir des centaines de sculptures très impressionnantes qui en font une sorte de musée à ciel ouvert. Et parmi toutes les tombes, il y en a une que je trouve particulièrement saisissante, c'est celle-là. Pour représenter l'élévation de l'âme, on peut voir le défunt soulever le couvercle de son propre tombeau. Au cimetière du château, les tombes sont de véritables œuvres d'art, et on peut y voir plusieurs sculptures qui ont été récompensées par le prix de Rome. Mais parmi toutes ces œuvres, la plus impressionnante est sans doute cette immense colonne surmontée par un ange. En la voyant se détacher sur les collines de la ville, on a vraiment l'impression d'être dans la cité des morts. Notre prochain rendez-vous se trouve juste à côté du cimetière. Mais avant, je dois vous raconter une petite histoire. Dans les années 1860, un Anglais du nom de Thomas Coventry vint s'installer à Nice. Coventry était passionné d'astronomie et il s'intéressait tout particulièrement à la mesure du temps. Très vite, il s'aperçut qu'à Nice, toutes les horloges sonnaient à des heures différentes, ce qui était un peu gênant dans une grande ville. Alors, pour mettre les pendules à l'heure, il proposa au maire de Nice de tirer un coup de canon tous les jours à midi pile, une pratique qui avait lieu au château d'Édimbourg, en Écosse. Le maire accepta et le coup de canon de midi devint une véritable tradition niçoise qui continue encore aujourd'hui. Nous avons rencontré l'homme qui s'en occupe depuis près de 30 ans et comme vous allez voir, la technique a un peu évolué. Donc là, on va allumer avec un inflammateur électrique. Donc quand on envoie l'impulsion, l'inflammateur, c'est instantané. Et ça va envoyer la bombe à 100 mètres de haut. 3 secondes, c'est le temps de montée de la bombe. Donc quand elle va arriver à 100 mètres de haut, à l'intérieur, il y a une charge de dépotage qui va faire exploser le marron
Et à l'intérieur, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout, c'est que de la poudre détonante. Donc ça fait que du bruit et le nuage de fumée parce que c'est de la poudre. Depuis plus d'un siècle, le coup de canon de midi occupe une place essentielle dans la vie des Niçois. C'est pourquoi j'étais très surpris quand Philippe, qui assure cette tâche depuis 1992, me proposa de faire la mise à feu moi-même. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Waouh! Bravo! Ah bah merci! C'était cool! Bah merci, écoute, j'ai rarement aussi bien appuyé sur un bouton dans ma vie. Allez, on coupe. L'autre tradition incontournable de la ville, évidemment, c'est le carnaval. Avec ses batailles de fleurs et ses chars monumentaux, c'est l'un des 3 plus grands carnavals au monde. Et ce que nous allons découvrir ensemble, c'est la face cachée de l'événement, ce que le public ne voit jamais. Voici le lieu où dorment les géants quand le carnaval est terminé. Située dans le quartier Riquier, la Maison du Carnaval est un immense atelier dans lequel on construit les chars et leurs personnages monumentaux. Lieu historique du Carnaval de Nice, ce hangar existe depuis les années 1930 et depuis, les techniques de construction ont beaucoup évolué. C'est ce que nous a expliqué Jean-Pierre Pauvignat, qui a plus de 400 chars à son actif. Jean-Pierre, vous êtes le doyen des carnavaliers ici. Oui. Vous faites ça depuis quel âge? L'âge de 7 ans. Et j'ai 78 ans. Ça fait 70 ans cette année que je le fais. D'accord. Et donc là, derrière, on a une structure qui est en cours de fabrication pour le carnaval 2022. Ça, c'est le char du roi qui sera avec... Il est assis sur un aigle et il a les pattes d'un centaure. Okay. Et lui, il monte à 18 mètres de haut. 18 mètres. Et donc ça, une structure comme ça, il y a 20 ou 30 ans, ça aurait été possible ou pas? Ah non, on faisait avant, pas 30 ans, 40 ans peut-être, mais on faisait tout en bois. La ferraille, c'est moi qui l'ai emmené. Le premier poste à soudure qui est rentré là-dedans, c'est moi qui l'ai emmené. Bon, et les anciens disaient, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça, tout ça? Et bon, ben, je suis venu et je l'ai fait, et après, tout le monde est venu au fer. Hein. Vous avez un peu révolutionné le milieu du carnaval, alors? Ah, je peux dire ça, oui, c'est vrai. Je l'ai révolutionné, il y en a qui n'ont pas été pour ou contre, mais enfin, finalement, ils sont tous venus à ma façon. Parce qu'il n'y a que cette solution pour avancer et tout. Et je suis content de l'avoir fait. L'histoire du carnaval de Nice remonte au XIIIe siècle. Ça fait donc plus de 700 ans que ça dure. C'est beaucoup, mais en réalité, par rapport à l'histoire de la ville, c'est assez récent. Comme vous le savez peut-être, Nice a été fondée par les Grecs au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et à l'époque, elle s'appelait Nicaïa. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le site de Nice était déjà occupé il y a vraiment très longtemps. On y trouve même l'un des plus anciens foyers de l'histoire de l'humanité. Bertrand, ici, on est sur un site d'une importance historique fondamentale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se trouve à côté de nous? Alors ici, on est sur le site préhistorique de Terra Amata, qui date de 400 000 ans et qui a été fouillé en 1966 par Henri de Lumley. Et ce qui a été mis au jour, c'est les campements des premiers Niçois sur une plage. Et la particularité, c'est qu'on y a trouvé parmi les plus anciens foyers qui témoignent des traces de la domestication par l'homme il y a 400 000 ans. Ici, on se trouve donc sur un site qui est le premier exemple connu de domestication du feu par l'humanité. Voilà, c'est parmi les plus anciens foyers. Donc, foyers structurés, foyers aménagés. Notamment, ils ont creusé un petit peu pour réaliser leur foyer. Et il est parmi les plus anciens, mais moi j'aime bien dire qu'à Nice, on a trouvé les premiers foyers et que c'est les Niçois qui ont découvert le feu. Après ce petit bond de 400 000 ans dans le passé, nous avons rendez-vous au parc Chambrun pour rejoindre notre prochain invité. Le joyau de ce parc, c'est le Temple de l'Amour, un ancien kiosque à musique à l'architecture gréco-romaine. Le lieu idéal pour un moment de méditation. Mes parents ont fait leur photo de mariage ici. Ah. C'est un endroit que je connais bien. Ça va, Patrick? Ok, bah c'est super bien. Je suis content de te voir. Bah moi aussi, ça me fait vachement plaisir. Alors ici... C'est mon terre-terre. Bah je comprends. Les colonnes, c'est pas moi qui ai choisi, mais on profite un peu. Si j'ai proposé à Cyprien de parrainer cette saison des étranges escales en France, c'est parce qu'il a grandi à Nice. Et avec lui, nous allons découvrir 3 des lieux les plus impressionnants de la ville, à commencer par l'église russe.
Quand on arrive devant la cathédrale Saint-Nicolas de Nice, on a un peu l'impression d'être sur la place rouge. C'est une des plus grandes églises orthodoxes russes en dehors de la Russie. Pour comprendre comment un tel édifice s'est retrouvé sur la Côte d'Azur, il faut remonter au milieu du 19e siècle. À l'époque, la famille impériale de Russie séjournait régulièrement à Nice et elle entraîna une grande communauté avec elle. Pour accueillir les fidèles, on érigea une première église orthodoxe en 1859, puis, en 1903, la construction de la cathédrale fut lancée. Si la façade est spectaculaire, l'intérieur n'a rien à lui envier. On y trouve une décoration très riche, ornée de fresques et de boiseries, ainsi qu'une collection d'icônes exceptionnelles. Classée monument historique depuis 1987, la cathédrale Saint-Nicolas est sans doute le plus bel exemple d'architecture russe en France. Le bâtiment suivant offre une vision encore plus inattendue. En fait, c'est sûrement l'immeuble le plus étonnant de la ville. On l'appelle la Tête Carrée. Dressée au milieu des immeubles du quartier Karabacel, la Tête Carrée est une immense sculpture de 30 mètres de haut qui ressemble au croisement improbable entre un titan et un Rubik's Cube. Elle fut construite en 2002 d'après une vision de l'artiste Sacha Sosno, et le plus incroyable, c'est que cette tête géante est occupée. Normalement, l'intérieur est fermé au public, mais comme Cyprien s'est toujours demandé ce qu'il y avait dedans, j'ai voulu lui offrir la joie de la découverte. Ah ouais. Ah bah merci de me montrer des lieux comme ça. Hein. Avec plaisir, hein. C'est vraiment incroyable. C'est des bureaux. Voilà. C'est des bureaux. C'est une salle de réunion, c'est des bureaux. Un peu cheap en plus. La Tête Carrée abrite les locaux administratifs de la bibliothèque municipale. Là, on est où par rapport à la tête? Là, on est au niveau de l'œil, et donc on peut voir exactement ce que la tête voit. Donc la tête voit grillagé. Grillagé, effectivement. Elle voit pas très bien. Non, moyen. Waouh. C'est incroyable, non? Ouais, je ne sais comment te remercier de m'avoir montré ça. Hein. Écoute, moi, ça me fait plaisir. Hein. Mais imagine que tu puisses revenir dans le passé, par exemple, tu vois, et dire au toi adolescent ce que t'as vu à l'intérieur, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, tu sais ce qu'il y a dedans? C'est un secret. Pas mal. J'ai le sens du spectacle un peu. Comme j'ai senti une légère déception chez mon invité, j'ai voulu lui permettre de réaliser un rêve d'enfant. Faire tourner la grande coupole de l'Observatoire de Nice. Fondé en 1881, l'Observatoire de Nice est perché au sommet du Mont Gros, à près de 400 mètres d'altitude. Et le Grand Équatorial est son bâtiment le plus impressionnant. Construit par l'architecte Charles Garnier, il ressemble à un temple antique, avec ses colonnes et son incroyable statue d'Apollon qui jaillit au-dessus de la porte. Mais le plus remarquable, c'est qu'il abrite la plus grande coupole mobile d'Europe. Conçue par Gustave Eiffel lui-même, celle-ci mesure 24 mètres de diamètre pour un poids de 100 tonnes. Faire tourner ce monument historique est donc un privilège rare, et comme vous allez voir, nous avons su l'honorer avec une grande maîtrise. Ok. On peut y aller, on peut parler, on peut discuter. On peut parler, ouais. Bon. Je vais faire... Cyprien, j'ai envie que tu puisses réaliser un rêve d'enfant. Ah oui. J'ai envie que tu appuies sur ce bouton et que tu fasses tourner cette structure. Et je vais faire ça de ce pas. Superbe. Avec un magnifique plan POV que je t'enverrai par WeTransfer, tu les ajouteras au montage. Avec bonheur. C'est un échec, là. C'est un échec. J'ai mal appuyé. Cyprien, j'ai envie que tu puisses réaliser un rêve d'enfant Ouais. et que tu fasses tourner cette coupole. C'est très... Eh ben, c'est fou. Devine le bouton. Je vais faire comme ça. Faut savoir qu'elle tourne pas régulièrement, hein, donc Non, c'est un grand privilège que j'ai là. Absolument, ouais. En voyant ce géant d'acier tourner vers la baie des Anges, je repense à la phrase de Nietzsche. Il y a quelque chose de triomphant dans l'air niçois. En espérant que cette vidéo aura pu capturer une part de ce quelque chose, je vous dis à bientôt pour une nouvelle escale.
Cet épisode des Étranges Escales a été réalisé en partenariat avec Audible, la première appli de livres audio, séries et podcasts. Vous pouvez profiter de 2 mois d'abonnement gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Bonne écoute!